développement, chargé, entre autres questions, de la coopération, et le ministre délégué à la francophonie. J'ai également reçu le directeur général de l'Agence française de développement, ainsi que une importante délégation de la communauté sénégalaise vivant en France et même venue d'Europe, venue très nombreuse et enthousiaste. Mon entretien avec le président Hollande a porté sur des questions de coopération bilatérale et des sujets d'ordre sous-régional et international d'intérêt commun. Comme vous le savez, les relations franco-sénégalaises, à la fois anciennes et multiformes, ont toujours été marquées du sceau de la proximité et de la concertation permanente. Il s'y ajoute qu'à titre personnel, j'avais eu l'occasion de m'entretenir à 2 reprises au téléphone avec le président Hollande et j'ai noté chez lui une grande capacité d'écoute, une capacité d'analyse également et de compréhension. Et nos discussions ont été marquées par une grande convergence de vues sur l'ensemble des questions que nous avons abordées. C'est le cas notamment sur la situation très préoccupante au Mali, qui constitue pour nous un sujet de préoccupation majeure. Nous avons en outre discuté de la francophonie dans la perspective du sommet de l'organisation qui devrait se tenir au mois d'octobre prochain à Kinshasa. Et je pense qu'il est important que le Sénégal, dont le premier chef de l'État, premier président, le président poète Léopold Sédar Senghor, était un des pères fondateurs de la francophonie, et la France, berceau de la langue française, il était normal donc que ces 2 pays se concertent sur les questions qui interpellent la francophonie, dont la vocation, au-delà de la langue commune qu'est le français, est d'incarner un idéal de valeur et de destin partagé. Sur ce point, je me suis d'ailleurs entretenu de manière approfondie avec le président Abdou Diouf, que j'ai eu le plaisir de recevoir à déjeuner. J'exprime une nouvelle fois toute ma gratitude au président Diouf pour sa disponibilité constante à mon endroit. Au total, la coopération franco-sénégalaise se porte très bien. Je dois dire que nous avons en même temps enregistré le premier décaissement de l'aide budgétaire spéciale qui nous a été octroyée par la France. Et je pense que le ministre des Finances ou le ministre du Budget doivent se porter mieux en ce moment. Avec le président Hollande, nous avons fait le tour d'horizon de différents dossiers et dégagé les orientations pour les prochaines concertations bilatérales devant aboutir à la conception du document cadre de partenariat bilatéral. Mes audiences avec les ministres français concernés, en présence de leurs homologues sénégalais, de l'ambassadeur du Sénégal à Paris ainsi que de l'ambassadeur de France à Dakar, m'ont permis d'évoquer ce que je considère comme domaine prioritaire de notre coopération pour les années à venir. Enfin, en compagnie des représentants du patronat sénégalais, de la CNES, du CNP, du MEDES et de l'UNACOIS, j'ai eu une rencontre intéressante avec le mouvement des entreprises de France, le MEDEF, où une très forte représentation du patronat français a été notée. Cette rencontre a été l'occasion de tenir avec nos partenaires français un dialogue soutenu sur des sujets variés concernant l'environnement des affaires et les opportunités d'affaires au Sénégal dans un cadre ouvert de partenariat,
mais de compétition et de transparence. Voilà pour l'essentiel les activités qui m'ont retenu pendant mon séjour en France et je reviens au total très satisfait de cette visite. Et j'en profite pour féliciter nos deux ambassadeurs qui n'ont ménagé aucun effort pour une parfaite réussite de cette mission. Restons toujours sur cette visite. La coopération militaire entre la France et le Sénégal sera renforcée. La présence des forces françaises redynamisée, annonce faite par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, reçu par le chef d'État à Paris, tout comme le ministre délégué chargé du développement qui préconise un appui conséquent de la France au Sénégal pour booster plusieurs secteurs d'activité économique et servir de rampe de lancement au développement. Pascal Confin veut une revitalisation des rapports entre la France et le Sénégal. Les voici à leur sortie d'audience avec nos envoyés spéciaux, Pape Sakho Dibigué et Pape Biram Bigué. La France est l'un des premiers contributeurs, bailleurs pour le Sénégal. Et donc on a parlé des différents projets qui étaient en cours en matière de santé, d'éducation, d'énergie, d'aide à la justice par exemple, pour voir ce qu'il fallait continuer, ce qu'il fallait amplifier, ce qu'il fallait éventuellement modifier. Il vient d'y avoir une aide financière de la France pour aider le Sénégal à remplir ses objectifs en matière budgétaire. Donc on est en train de voir maintenant comment mettre en place éventuellement une nouvelle politique en matière de protection de l'environnement, par exemple, puisque, compte tenu de ma couleur politique écologiste, je suis évidemment très attentif à ces sujets. D'abord, c'était une manifestation de coopération entre la France et le Sénégal. Le président Sall a rencontré le président de la République française vendredi. Ils ont évoqué l'ensemble des sujets et nous voulions parler plus concrètement de la coopération militaire et puis aussi des grands problèmes à la fois militaires et diplomatiques qui se posent à la zone. Et nous avons évoqué de nombreux sujets de coopération bilatérale concernant les questions de défense avec beaucoup de perspectives. Les forces françaises sont présentes au Sénégal. Il y a 400 militaires français qui restent là et qui resteront là. Et par ailleurs, nous avons beaucoup évoqué les questions de formation. C'est un point essentiel et pour le président Sall et pour nous-mêmes, faire en sorte que la formation militaire des officiers en particulier de l'armée sénégalaise puissent se faire soit en France, soit au Sénégal. Il y a là des perspectives intéressantes. Merci Pape Biram Bigué, envoyé spécial à Paris. Retour chez nous pour parler du recouvrement de biens mal acquis. Le gouvernement du Sénégal a décidé de rapatrier tous les fonds transférés à l'étranger. Une session de formation est initiée à cet effet. Des experts de la Banque mondiale sont chargés de former avocats sénégalais, magistrats, administration des douanes et hommes de tenue, nous dit Fanta Badji. L'État du Sénégal s'est engagé à traquer les biens mal acquis dissimulés ou planqués à l'étranger. Il sera appuyé en cela par la Banque mondiale. L'institution financière a décidé d'accompagner les procédures de recouvrement. Elle propose son expertise en conduite d'opérations de rapatriement d'actifs volés ou détournés. Cette session de formation entre dans ce sens. Eux, ils fonctionnent dans ce domaine depuis longtemps et ils ont une certaine expérience et c'est normal que, compte tenu donc de la nouvelle posture des autorités sénégalaises, qu'ils nous apportent donc leur expérience pour qu'on puisse donc atteindre nos objectifs. Les infractions que nous serons appelés à rechercher, ce sont des infractions qui ne sont pas de même nature que les infractions ordinaires. Ce sont des infractions cachées. Et pour cela, pour pouvoir les détecter, il faut vraiment avoir des moyens humains, techniques, intellectuels assez costauds. La formation cible les institutions qui sont au cours du dispositif de recouvrement. Les agents de la Cour des comptes, de la CENTIF, de l'administration fiscale, celle des douanes. Les éléments de la police et de la gendarmerie sont formés pour remplir pleinement leur mission sans entrave. Il y a parmi nous qui, en 2000, étaient comme nous, n'avaient rien. Et puis en l'espace de 10 ans, ils sont devenus des super milliardaires. Les nouvelles autorités vont dans le sens de la matérialisation de la bonne gouvernance, en mettant en place donc ces différentes institutions et également ce séminaire de renforcement de capacité. La formation dure 4 jours et les recommandations qui vont en sortir devront faciliter le recouvrement des biens mal acquis pour le bénéfice de l'économie globale. 443 milliards pour régler définitivement le problème des inondations et des évacuations des eaux. Pour l'heure, notre pays bénéficie de 525 millions pour réactualiser le plan d'assainissement de Dakar. Aramdao.
L'assainissement fait partie de ces points noirs qui sapent l'image de Dakar. Le réseau est vétuste, les stations d'épuration saturées, voire même insuffisantes. Seuls 35% des eaux collectées sont traitées à Dakar. La région avait besoin de réactualiser son plan directeur d'assainissement. Il date de 1994 et a atteint ses limites. Sur instruction de M. le Président de la République, M. le Premier ministre, le gouvernement a élaboré, en relation avec les partenaires au développement, un plan directeur d'assainissement de Dakar. Ce plan directeur d'assainissement aura deux volets. Un volet eau usée qui va toucher le département de Dakar, le département de Pikine et le département de Guédiawaye. Étant entendu que le département de Rufisque a déjà son plan directeur d'assainissement. Pour le volet eau de pluie, seul Dakar, département, est concerné par ce nouveau plan. Guédiawaye et Pikine sont déjà prises en charge par le PROGEP, le projet de gestion des eaux pluviales. Le Sénégal a déjà obtenu de la Banque européenne d'investissement un financement de 525 millions de nos francs. Ils devront aider à définir les orientations pour la collecte, le traitement des eaux usées et le drainage des eaux pluviales. Ce projet-là est estimé à 443 milliards globalement, mais comme vous le savez, ce sera un projet qui sera phasé, c'est-à-dire sur plusieurs phases, plusieurs années. Il est impossible d'un seul coup de réaliser un projet de cette importance, mais il y aura une planification stratégique qui sera mise en œuvre pour que chaque année, des montants soient alloués en relation avec les bailleurs de fonds pour progresser. Mais en attendant, comme M. le Premier ministre l'a dit lors de sa tournée, et relativement aux questions des inondations, un dispositif est mis en place pour soulager les populations. L'ONAS a également pris ses dispositions pour gérer les inondations. L'ONAS n'intervient que dans les zones où il y a des réseaux. Et dans ces zones-là, nous avons pris toutes les dispositions appropriées pour que les réseaux soient curés, les stations de pompage soient entretenues et les grilles à voleurs soient nettoyées. La réactualisation du plan directeur d'assainissement va s'achever en 2013. Le Sénégal veut faire de ce plan la solution durable aux problèmes récurrents des inondations et de l'évacuation des eaux de pluie. Le Sénégal lance le projet de gestion des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique financé par la Banque mondiale. Le projet est piloté par la direction de la protection civile. Bachir Ba. En 2009, les inondations auraient causé des dégâts estimés à 45 millions de francs CFA, un phénomène naturel parmi tant d'autres qui menace le Sénégal. La gestion des risques et catastrophes est devenue une priorité du gouvernement et la Banque mondiale compte l'accompagner. Donc ce projet, dont la première phase est financée à hauteur de 1,1 million de dollars, a principalement pour objectif de renforcer les capacités de la direction de la protection civile pour lui permettre de mieux jouer son rôle de préparation, d'alerte précoce et de réponse aux catastrophes, et assurer également le fonctionnement de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Le cadre institutionnel de la direction de la protection civile sera renforcé et la plateforme de réduction des risques et catastrophes redynamisée. La direction disposera d'un centre avec des instruments modernes. C'est un centre ultra moderne qui sera créé, équipé aux normes internationales. Donc on s'est inspiré de l'exemple de la France, du Japon et d'autres pays qui ont des centres similaires. Et ce centre-là a pour mission d'installer un système d'alerte, un système de veille, un système de suivi de tout ce qui est risque et catastrophe au Sénégal et peut-être même dans la sous-région. Les pluies hors saison, la sécheresse, les invasions acridiennes et l'érosion côtière, entre autres, sont des freins à l'atteinte des OMD. Les partenaires au développement ne peuvent l'ignorer. Les catastrophes sont ainsi de plus en plus fréquentes et leur survenue entraîne toujours des dégâts incommensurables sur les plans économiques, social, sanitaire, scolaire et tout simplement humain. Les efforts de la direction de la protection civile sont salués, mais elle a besoin de plus de ressources humaines. Les experts demandent un renforcement de son personnel pour un meilleur fonctionnement de la structure.
Nous ouvrons à présent la page santé de ce journal avec le programme Santé USAID, Santé communautaire phase 2, qui a été présenté hier et qui a présenté hier son rapport trimestriel à Dakar. Des satisfactions sont notées dans la prévention et la prise en charge au niveau des zones ciblées. Toutes les organisations non gouvernementales impliquées ont pris part à l'atelier. Compte rendu de la rencontre avec Youssouf Kaba. Une rencontre trimestrielle qui consiste à évaluer les acquis du projet et capitaliser les réalisations. Le but est de passer à l'échelle intégrale des paquets de services communautaires et leur durabilité. À ce niveau, de gros efforts ont été effectués sur le plan de la prévention et de la prise en charge des malades dans toutes les cases de santé concernées. Dans le processus donc, de coordination des interventions, chaque 3 mois, nous nous rencontrons quelque part pour évaluer en fait les progrès qui ont été accomplis par le projet et discuter sur les recommandations, toujours dans le but en fait de renforcer en fait la qualité des interventions que nous apportons aux populations du Sénégal à travers ces interventions. La stratégie développée était axée essentiellement sur la formation des communautés. La promotion des meilleures pratiques de santé maternelle, néonatale et infantile faisait figure de référence en la matière. Nous avons fait la formation des acteurs communautaires, le recyclage au niveau de certaines zones, mais également la mise en place des équipements pour pouvoir véritablement entamer le démarrage de l'offre de services au niveau de ces structures. Nous sommes une deuxième phase dans le cadre du programme Santé USAID. Nous avons déjà évolué de 2006 à 2011 et où on couvrait 13 régions, où on a appuyé le ministère de la Santé à structurer un paquet intégré d'activités de santé qui ont un impact majeur sur la santé de la mère et de l'enfant. Ce projet cherche à promouvoir une appropriation communautaire des relations et la collaboration entre les équipes sanitaires. Il invite par là même le ministère de la Santé à harmoniser les liens avec les autres secteurs sur les initiatives de politique nationale. Dakar abrite la rencontre du projet Village du Millénaire. Cette rencontre, connue sous le nom de retraite, constitue une occasion de partager des expériences entre les différents sites. Cette réunion, en présence du ministre de la Santé, a pour but de valider un plan d'action pour les 4 ans à venir, nous dit Hamidou Diop. Une retraite, c'est ainsi que ces acteurs engagés dans le projet Village du Millénaire appellent ce huis clos pour débattre de l'importance des actions menées et des difficultés. Cet important programme démarré en 2006 a pour principal objectif d'aider les gouvernements à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. C'est donc pour nous un projet extrêmement important et nous allons apprendre parce qu'il faut que nous puissions multiplier et démultiplier cela. Grâce au projet Village du Millénaire, les signes annonciateurs d'un développement durable sont visibles à Potou, un village situé à Louga. La situation de ce site pilote a beaucoup changé, surtout sur le plan sanitaire. Quand on venait à Potou, il n'y avait qu'un seul poste de santé dans toute la communauté rurale de Léona. Il n'y en avait pas dans la zone de Potou, mais dans la communauté rurale de Léona, il n'y avait qu'un seul poste de santé. Alors que l'OMS veut qu'on ait un poste de santé pour 5000 habitants. Alors que la population de Potou était de 30 000 habitants. Donc un poste de santé pour 30 000 habitants, on est passé maintenant à 6 postes de santé pour 30 000 habitants. Donc ça veut dire que nous, on a effectivement atteint la norme OMS en termes de couverture sanitaire au niveau de Potou. Aujourd'hui, pour les acteurs du projet, l'exemple de Potou doit faire tache d'huile. Mais son expansion dans tout le pays reste le principal défi. On a démontré que le développement intégré calé à la décentralisation au niveau local est possible. Il peut être rapide, la transformation peut être massive, mais la pérennisation, comment faire en sorte que les communautés se réapproprient ce développement sans notre appui, que les gouvernements locaux, avec l'appui du gouvernement national, se réapproprient ce projet dans la longue durée. Sans notre présence, ça c'est le défi du projet. Ce conclave va durer 3 jours. Les participants venus d'un peu partout vont échanger leurs expériences pour voir comment inculquer aux populations locales et aux gouvernants de nouvelles approches en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement.
Santé toujours dans le bassin arachidier, les résultats de la lutte contre le sida ont connu de nets progrès en tournée dans la région. Le Conseil national s'en est félicité aussi. Le CNLS a conseillé aux acteurs de rester vigilants par rapport aux justifications relatives à la gestion des fonds, une condition exigée par les bailleurs de fonds. Mamou Sagna. Des contraintes, il y en a à Kaolack dans le cadre de la lutte contre le sida. Elles ont pour nom insuffisance des stratégies avancées, non-disponibilité des données, retard dans la mise en place des fonds, les nombreux perdus de vue, la rupture d'intrants. De tout cela, il a été question au cours de cette rencontre présidée par le gouverneur de la région qui a salué les résultats enregistrés par les acteurs. En tout cas, nous nous félicitons des efforts qui ont été réalisés parce que s'il n'y avait pas d'efforts contenus des acteurs au niveau décentralisé, l'épidémie aurait flambé dans ces régions. Le secteur de santé aussi est très engagé, les autres secteurs armés sont très engagés et nous pensons que si toutes ces synergies sont mises ensemble, ramener la prévalence vers 7% qui est le taux national. Toutefois, la prudence et la vigilance doivent être les credos des acteurs. Il est important de se mobiliser, d'être en alerte permanente, que tous les acteurs continuent à se mobiliser. Pour maintenir ces résultats et freiner le fléau dans sa course, Kaolack a accueilli les bras ouverts le plan stratégique proposé par le CNLS. On s'est approprié ce plan stratégique et je suis sûr qu'avec l'implication qu'on a notée par le passé, mais aussi avec la volonté des pouvoirs publics à la tête de l'État, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, qui comme vous le savez préside le comité, et Madame le ministre de la Santé qui est l'acteur clé, et nous tous qui sommes le prolongement, nous pourrons obtenir des résultats beaucoup plus satisfaisants que par le passé encore. Le chef de l'exécutif régional d'inviter ensuite les acteurs à la transparence, à la justification des fonds alloués pour davantage crédibiliser les relations avec les bailleurs. Il est important de tenir en compte la nécessité d'une transparence dans la gestion. Les documents financiers, tout ce qui est lié véritablement aux ressources doit être géré de la manière la plus optimale, mais aussi de la manière la plus transparente. Ça, il fallait le rappeler aux acteurs qui sont là. Le CNLS a félicité les élus de Kaolack qui, à travers leur collectivité locale, se sont engagés à accompagner les PV VIH. L'hôpital pédiatrique de Diamniadio va bientôt démarrer ses prestations. L'acte de remise de l'hôpital a été signé entre l'ambassadeur de Chine au Sénégal et le ministre de la Santé. Financé pour 5,5 milliards de francs CFA, la structure est spécialisée dans la pédiatrie et l'une des plus importantes en Afrique de l'Ouest. Oumar Diaw. Ces signatures concrétisent l'acte de remise-réception de l'hôpital pédiatrique Diamniadio, financé à hauteur de 5,5 milliards par la coopération chinoise. Un bâtiment de consultation, un bâtiment d'hospitalisation, un bâtiment de technologie médicale, une station de traitement des eaux usées et un parking de 60 véhicules. Cet hôpital peut recevoir 390 patients par jour aux consultations et compte 130 lits dans son département d'hospitalisation. Je suis sûr que les enfants seront heureux d'être dans cet hôpital, même s'ils sont malades. Bâti sur près de 3 hectares, l'hôpital est déjà en grande partie équipé d'un matériel haut de gamme par la partie chinoise. Une bonne maintenance s'impose pour assurer une durabilité. Quand vous allez à l'étranger, ou en Chine ou en Europe, vous allez voir des bâtiments qui datent de 100 ans. Pourquoi au Sénégal, on ne peut pas le faire? Donc la maintenance va être quelque chose d'extrêmement important. La coopération médicale est un important domaine des relations sino-sénégalaises reprises depuis 2005. Avant cette cérémonie sobre, le ministre de la Santé a reçu un lot de matériel médical, une donation du groupe pharmaceutique Sandoz. Cela rentre dans le cadre de leur responsabilité sociale, qui est de faire avec leurs propres bénéfices, de pouvoir aussi investir sur des aspects qui puissent aider les populations. Ce matériel hospitalier de base est prioritairement destiné aux structures sanitaires périphériques. Plus que la qualité ou le coût, c'est le geste qui est appréciable. Il prouve que la santé est l'affaire du public, mais aussi de partenaires privés. La 122e session du conseil d'administration de la SECDAN s'ouvre à Dakar. En marge de ces travaux, une réunion internationale s'est tenue à Dakar ce matin. C'est pour préparer l'événement en vue d'une bonne politique de développement de la SECDAN, nous dit Claire Diop.
Ces travaux préparent la rencontre des instances statutaires de la SECNA. Face aux enjeux de l'heure, il importe pour la structure de se doter des moyens technologiques, financiers et humains pour répondre aux exigences. La sécurité aéroportuaire sera au cœur des débats. Des réformes sont enclenchées. La responsabilité de tous les agents est engagée. On demande aux agents de la SECNA de s'impliquer personnellement dans la correction de toutes les erreurs, de toutes les imperfections qui peuvent être constatées. Nous sommes en train de travailler à la réforme éventuelle du système de rémunération des agents de l'agence et c'est une œuvre de longue haleine, c'est un travail difficile mais nous l'avons engagé, nous sommes absolument dédiés à cet effort qui est très très important. Il faut aussi que les personnels soient motivés, soient mobilisés. La démarche se veut participative. Le contrat d'entreprise, le bilan social, la gestion prévisionnelle, des dossiers qui seront analysés. Les attentes sont nombreuses. La SECNA, comme qui dirait, est à la croisée des chemins. Elle doit adopter une nouvelle gouvernance, tant en matière financière qu'en matière de politique sociale. C'est en cela que cette section est extrêmement importante. L'essentiel, c'est que le personnel, les cadres dirigeants, les administrateurs de la SECNA se retrouvent autour d'une table, qu'ils discutent pour adopter les mesures nécessaires pour un bon fonctionnement en interne de l'agence, parce que sans ce bon fonctionnement en interne de l'agence, elle ne sera pas capable, elle ne sera pas à même de rendre les services extrêmement importants qui sont attendus. La croissance prévisible du trafic aérien dans l'espace africain doit être bien anticipée. Face à cela, la SECNA doit prendre les devants et répondre aux besoins des États membres en termes d'assistance technique et de conseils stratégiques. Beaucoup de résolutions sont attendues au sortir de cette 122e session du Conseil d'administration de la SECNA. Page internationale de ce journal à présent. Au nord Mali, à Gao et Tombouctou, deux villes aux mains des islamistes, la vie reprend tranquillement son cours normal, même si l'inquiétude demeure avec la présence des islamistes du Moujao, une présence peu appréciée de la population. Les nouveaux maîtres de Gao, ce sont eux. Fusil à l'épaule, ils paradent en ville dans des pick-up de la police. Qui sont-ils, ces islamistes du Moujao? 200 combattants à peine, bien armés, très motivés. Ils ont à leur actif enlèvement et attentats. Ici, leur présence est peu appréciée. Ils veulent qu'on cohabite. C'est pas possible. Mais ils sont venus avec une force et ils ont fait exactement comme un envahisseur français qui vient ici. On cohabite malgré nous avec ces envahisseurs qui nous empoisonnent la vie. Ils nous énervent. Il faut leur dire de partir ou on va les tuer. Ce sont les rares images qui ont filtré de Gao depuis fin juin, depuis que les islamistes ont chassé de la ville les rebelles Touaregs du MNLA. Bâtiments détruits et pillés, les combats ont laissé des traces comme ici à l'hôpital. L'hôpital a été vraiment saccagé, n'est-ce pas? Et on était obligé, n'est-ce pas, d'appeler la jeunesse pour qu'ils puissent un peu réunir les objets qui ont été, comment on l'appelle, volés. La vie a repris, mais l'inquiétude demeure. Des cas de choléra ont été signalés. L'approvisionnement en eau et en nourriture est incertain. Dans tout le Nord Mali, aux mains des groupes armés islamistes, la plupart des écoles ont fermé. Des enrôlements d'enfants ont été signalés. Tous les droits de l'homme sont violés de la région de Gao. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la nourriture. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que vraiment, il y a des familles qui ne mangent pas. Mais à Gao, comme à Tombouctou, les islamistes d'Ansardine et du Moujao confirment leur volonté d'aller jusqu'au bout. Notre but, c'est de pratiquer la charia dans tous les Mali, parce qu'à 95%, les Maliens sont des musulmans. Et même les chrétiens peuvent vivre avec les musulmans. C'est aux musulmans de respecter les religions et leurs églises. Et puis notre but, ce n'est pas seulement le Mali, c'est toute l'Afrique, c'est le monde entier. Instaurer la charia est leur vision d'un islam radical. Selon des témoins, les islamistes auraient repris les pioches aujourd'hui à Tombouctou. 2 mausolées attenant à la grande mosquée de la ville ont été détruits. L'ex-chef rebelle congolais Thomas Lubanga, condamné à 14 ans de prison, le fondateur de la milice de l'Union des Patriotes congolais, est reconnu coupable par la CPI, la Cour pénale internationale, pour avoir enrôlé des enfants soldats durant la guerre civile, avec comme conséquence des centaines de milliers de personnes tuées. En costume gris et chemise claire,
Thomas Lubanga semble absent de son procès. À l'énoncé de sa peine, il est resté impassible. La majorité condamne M. Lubanga pour avoir commis, avec d'autres personnes, le crime d'utiliser des enfants de moins de 15 ans pour participer à des violences, à 14 ans d'emprisonnement. 14 ans de prison donc pour avoir semé la terreur au début des années 2000 dans la région de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Thomas Lubanga, fondateur de la milice de l'Union des patriotes congolais, a été reconnu coupable par la justice internationale pour avoir enrôlé des enfants soldats durant la guerre civile qui a ravagé la région. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées ou blessées dans ces violences, selon plusieurs ONG. Au terme de 3 ans de procès, la sanction prononcée contre l'ancien chef de guerre est bien accueillie par les victimes. Ça nous satisfait parce que il y a là une sorte de vengeance publique, la vengeance de la justice, parce que les victimes ne peuvent pas se faire une vengeance privée, si vous voulez. Mais il reste un aspect très important qui nous intéresse, c'est l'aspect réparation, qui sera abordé à une audience future. C'est la première peine prononcée par la Cour pénale internationale depuis son entrée en fonction il y a 10 ans. Les victimes n'oublient pas de rappeler que Thomas Lubanga ne devrait pas être le seul à être condamné. D'autres coupables courent toujours. Après l'international retour au Sénégal, cette fois-ci pour parler de la première édition du Forum des jeunes leaders, les questions d'entrepreneuriat, de volontariat et de leadership étaient inscrites à l'ordre du jour de leur assemblée. Les jeunes réunis au sein du mouvement SMS So Many Solutions veulent apporter leur contribution au développement du pays, nous dit Fanta Badji. C'est dans la jeunesse d'aujourd'hui qu'il faut compter les dirigeants de demain. Ces jeunes ont fait sienne cette maxime. Ils ont initié cette plateforme d'échange pour mettre à profit toutes les expertises. Nous comptons regrouper le maximum de jeunes leaders et le maximum de consultants juniors de moins de 30 ans au Sénégal afin de pouvoir donner une perspective nouvelle aux autorités, à tout le monde, leur dire ce que pensent les jeunes bien pensants, les têtes bien faites comme on dit souvent, et essayer d'apporter notre pierre à l'édifice du développement. Il est temps quand même que nous n'attendions pas tout de l'État et que nous ayons nos propres initiatives, nos propres idées. Donc ça, c'était quand même un événement à ne pas rater. De jeunes leaders et managers sont invités à échanger autour des questions de volontariat, d'entrepreneuriat et de créativité. Pour les initiateurs, toute contribution est la bienvenue. La problématique du leadership jeune ne peut pas se régler tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'emploi. Et le problème de l'emploi également ne peut être réglé tant que le problème de la formation technique et professionnelle n'est pas réglé. Ce leadership a besoin de nouveau souffle, et qui parle de nouveau souffle, évidemment en principe, parle de la jeunesse. Pas simplement de vouloir dire on est leader pour être leader, parce que ce n'est pas ça la recherche, je crois, d'un véritable leader. C'est en fait d'avoir des gens capables d'impulser des politiques nouvelles, de faire des ruptures, d'innover pour le bien de la société. La ministre conseillère Ramsatou Sow Sidibé a représenté le chef de l'État à ce forum. Elle a rappelé à ces jeunes leaders que la valeur de l'homme n'attend point le nombre des années. Vous savez qu'on peut être leader à tout âge. Le leader doit avoir le sens de l'initiative individuelle, le sens de la production d'idées nouvelles, le sens du don de soi. Le don de soi, se sacrifier pour autre chose et pour autrui. L'initiative de SMS, So Many Solutions, est l'exemple d'une prise de conscience de la jeunesse sénégalaise. Face aux enjeux cruciaux de l'heure, dont notamment la forte demande sociale, une des solutions devrait émaner des initiatives individuelles des jeunes porteurs du projet. Ces jeunes sont en majorité membres actifs de So Many Solutions, un mouvement associatif à travers lequel ils veulent promouvoir l'émergence d'une conscience nouvelle pour relever les défis du développement durable.
Comment promouvoir le consommé local? Cette question est au centre d'un forum ouvert ce week-end à Kébémer, organisé par les femmes du GIE Yacine Boubou, en collaboration avec l'association Estreta di Mano. Le forum a abouti à la conclusion suivante: l'État doit sensibiliser davantage les populations sur la nécessité de consommer ce que nous produisons. Dans cette boutique, tout est fait à partir de produits cultivés à Kébémer. Les femmes du GIE Yacine Boubou veulent promouvoir le consommé local et pour cela, elles entendent toucher la fibre patriotique. Les membres du GIE sont toutes issues du terroir. Avant, on passait nos journées à dormir et maintenant, il y a une activité qui nous occupe. Et c'est très important, ne serait-ce que pour le moral, d'avoir une activité génératrice de revenus comme celle-ci. Dans la mise en place de ce projet, le groupement d'intérêt économique est accompagné par des partenaires italiens. Depuis 2009, une quarantaine de femmes s'activent dans la transformation des produits locaux. Après 3 années de labeur, l'heure est à la promotion. C'est l'objectif de ce forum sur le consommé local. Le Sénégal, en fait, est à plus de 60% agricole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons en grande partie de l'agriculture. Mais vivre de l'agriculture, c'est produire. Mais pour produire, il faut valoriser. Parce que si vous ne valorisez pas, vous perdez une partie de la récolte. Et le consommé local doit nous permettre aujourd'hui, nous Sénégalais, au lieu d'acheter des produits qui viennent de l'extérieur, de consommer nos propres produits. Et ça, c'est extrêmement important pour le développement du pays. Vous prenez le cas de la mangue, aujourd'hui vous en trouvez dans le marché beaucoup, mais d'ici 3-4 mois, vous ne le trouvez plus comme produit. Mais si les femmes transforment ce produit, vous pouvez en tout cas l'utiliser et le trouver d'ici une année. Donc l'autre élément, c'est la conservation, c'est l'utilisation à une longue durée de nos produits qui sont locaux. Mais aussi, je crois que si on voit le secteur de la transformation et des produits locaux, c'est les femmes qui s'activent, en tout cas qui s'affirment. Ces femmes de Kébémer ont commencé avec plus de 2 millions de francs CFA en guise de fonds de garantie. Aujourd'hui, elles gèrent leur petit négoce avec toute la rigueur financière qui s'y est. Le business des TIC, un créneau porteur mais qui tarde à décoller en Afrique. Pour inverser la tendance, une réunion se tient à Dakar, un camp de formation de 2 jours qui regroupe des participants venus de plusieurs pays africains. C'est à l'invitation du département d'État américain et de la Société de conseil en technologie de l'information et de la communication. Seydina Alundjigo. Le business des TIC est certes assez balbutiement en Afrique, cela n'en fait pas moins un moteur de croissance. C'est la conviction des initiateurs de ce panel et ils comptent doter ces jeunes entrepreneurs d'outils innovants pour mener à bien leurs projets dans le domaine. C'est une bonne occasion pour réunir, pour partager les idées parmi les experts qui sont ici, les enseignants, les étudiants, tout le monde. Et cet événement va permettre essentiellement 2 choses. Le mentorat, le coaching, donc, qui va permettre vraiment de renforcer les capacités des entrepreneurs, mais également donc, va contribuer à faciliter l'accès à des financements. La formation, un impératif, l'accès au financement, un casse-tête pour les entrepreneurs. Face à la réticence des banques, les solutions sont à chercher ailleurs. Il y a que l'État doit mettre en place des instruments comme un fonds de garantie qui permet un tout petit peu de soutenir la demande de financement exprimée notamment par les jeunes entrepreneurs du secteur des TIC. Et je pense que tout ça, ce sont des solutions qui peuvent être mises en place pour trouver, pour apporter des réponses aux questions de financement de l'amorçage. Durant 2 jours, il sera beaucoup question d'échanges d'expériences. La cible commence déjà à bien prendre note. Nous allons rencontrer des partenaires, des gens qui vont venir pour financer certains projets innovants. Donc, je compte sur ces investisseurs-là pour pouvoir booster mon business. Au terme de ce camp de formation, un concours entre les 100 participants. Le lauréat aura pour récompense un voyage d'affaires aux États-Unis. L'État du Sénégal opte pour une nouvelle flotte de la pêche artisanale. Les autorités en charge du secteur veulent remplacer progressivement la flotte. L'annonce est du DG de la CIRN, Samba Ndiaye, était ce matin l'invité du magazine de la RTS Kenkeliba. En fait, la pêche artisanale quand même est un secteur
fondamentale de notre économie nationale, en ce sens que cette pêche-là apporte 80% de notre capture nationale. Je dois juste rappeler que le secteur de la pêche fait quand même 200 milliards de chiffre d'affaires par année. C'est énorme. C'est énorme, c'est important en termes d'exportation. Et sur ces 200 milliards, je disais donc que 80% de cette capture est faite au niveau de la pêche artisanale. Donc je crois que c'est normal, c'est tout à fait naturel que l'État du Sénégal pense devoir donc apporter ou moderniser cette flotte de pêche qui, d'une certaine façon, crée beaucoup de richesses. Cette modernisation a déjà démarré au niveau... C'est ce qu'on voit là à l'instant même. Voilà, par rapport d'ailleurs aux équipements de ce secteur, notamment en ce qui concerne les gilets de sauvetage. C'est à peu près combien de mètres là? Bon, là, nous avons... ce que vous voyez là, c'est un prototype de pirogue de 12 mètres qui a été fabriqué en Italie. Donc, comme son nom l'indique, il va servir de modèle aux pêcheurs. Vous savez, la population des pêcheurs artisanaux est évaluée, le nombre de pirogues, j'allais dire, est évalué à environ 20 000 pirogues. Mais vous savez, 20 000 pirogues, c'est énorme. Oui. Donc, dans les 5 ans, nous projetons de remplacer 3 000 pirogues. Samba Ndiaye, le DG de la CIRN, interviewé par Pape Madi Diop et Aminata Angélique Manga. La douane sénégalaise, elle, a organisé hier une journée de solidarité au profit des veuves et orphelins de ses agents décédés avec pour thème orphelins et éducateurs. Cette journée a pour objectif d'assister ces veuves et orphelins et renforcer le fonds des œuvres sociales de la Direction générale des douanes. Louise Bidza. La question de l'épanouissement des orphelins et veuves, une préoccupation de la Direction générale des douanes. Il est vrai que si les parents sont épanouis, les enfants le sont aussi. Seulement, les choses ne sont pas aussi simples pour les enfants ayant perdu leurs parents. Pour les orphelins des agents de la douane décédés, une journée de solidarité agissante a été organisée à leur profit. L'objet de la journée de solidarité est dans l'intitulé lui-même. Donc c'est une journée de solidarité dédiée aux veuves et aux orphelins des agents des douanes qui sont décédés et qui sont donc aujourd'hui nos épouses et nos enfants. Ces veuves sont les épouses aujourd'hui de tous les douaniers et les enfants sont les enfants de tous les douaniers. Nous avons une obligation morale de les prendre en charge, en tout cas de les assister du mieux que nous pouvons. Déjà, un fonds de soutien à l'enfance orpheline a permis de distribuer durant ces 5 dernières années 186 millions de francs CFA à titre de bourse et aide scolaire à ces nécessiteux. Donc l'administration des douanes travaille à cela dans la discrétion, au-delà de la symbolique de cette cérémonie. Tous les jours, nous avons un fonds des œuvres sociales, nous émettons des chèques, nous prenons en charge, nous faisons des distributions de vivres. Nous prenons en charge les enfants malades, nous prenons en charge les veuves qui sont malades. Cette journée de la solidarité sera désormais institutionnalisée. Chaque année, nous allons l'organiser sur un thème. Cette année, orphelins et éducation. L'administration des douanes, soucieuse de raffermir l'esprit de solidarité au sein de son entreprise, entrevoit de mettre en place une fondation. Elle aura pour objectif de prendre en charge les besoins primaires des orphelins. Performance scolaire et nutrition sont intimement liées, c'est du moins ce que vient de confirmer la validation de l'impact des cantines scolaires sur les performances des élèves dans les zones rurales. L'étude a été menée par le CRES, le Centre de recherche économique et sociale de l'Université Cheikh Anta Diop. C'était en collaboration avec le ministre de l'Éducation, le ministère de l'Éducation nationale, nous dit Yoro Sarr. 63% des écoles rurales ont bénéficié en 2011 de cantines scolaires sur un service offert à quelques 123 500 potages. De façon générale, l'augmentation des cantines scolaires a permis d'élever le taux de réussite des élèves et la fréquentation des établissements scolaires. Dans les écoles où les cantines sont implantées, il y a moins de retard. Dans ces écoles attirent davantage d'élèves. Nous avons constaté aussi que les résultats aux tests qui ont été organisés, ces résultats se sont nettement améliorés à la fin du programme. Et donc, taux de scolarisation et chances de réussir à l'école riment avec satisfaction des besoins primaires comme le manger et le boire. On est venu aujourd'hui pour amener une dose de justice
d'équité au niveau donc de l'ensemble des ménages. Comme vous le savez, l'école constitue dans notre pays, je peux dire, le principal ascenseur social. Il permet à quelqu'un de créer sa condition sociale, peut-être de pauvreté, à une condition sociale plus acceptable. Donc aujourd'hui, avec cette politique des camps scolaires, l'État est aujourd'hui en train de mettre en place une politique de justice, une politique d'équité pour que l'ensemble des enfants, quelle que soit leur famille d'origine, puissent avoir les moyens d'aller en classe, les moyens d'étudier et de faire de bons résultats. Autrement dit, les cantines scolaires constituent des outils performants de lutte contre la précarité sociale et pour la démocratisation de l'éducation. Demain, la feuille de route pour l'équité et la justice éducationnelle est donc toute tracée. Au-delà de l'augmentation des salles de classe, du recrutement d'enseignants et de la réduction des distances et des frais de scolarité, il s'agit de placer le combat contre la faim au cœur de toute politique éducative. À ce titre, la généralisation des cantines scolaires permettra de tisser des relations de complicité positive entre la situation alimentaire des enfants et leur performance scolaire, tant il est vrai que ventre affamé n'a point d'oreille. Yoro Sarr, nous restons toujours dans le secteur de l'éducation, mais cette fois-ci pour parler des habitants du quartier de l'aéroport Léopold Sédar Senghor qui dispose désormais d'un institut islamique, un bijou fruit de la coopération entre le Koweït et le Sénégal qui va permettre d'offrir aux enfants de cette localité une éducation islamique de qualité. Fatou Diouf a assisté à l'inauguration de l'institut. C'est un complexe islamique bien équipé. Composé de 24 salles de classe, ce bijou a coûté plus de 400 millions de francs CFA. Une aubaine pour les apprenants du Coran qui vont ainsi trouver un cadre idéal pour la mémorisation du livre saint, grâce à l'ONG Arpieka. Une belle opportunité également pour les parents qui n'auront plus à parcourir de longues distances à la recherche d'écoles coraniques pour leurs enfants. L'aéroport étant un peu excentré, nous avions toujours pensé que nous avions besoin d'une école d'excellence qui va former des futurs leaders qui aujourd'hui maîtriseront le programme académique officiel de l'État, mais aussi des personnes qui sont imbues de valeurs islamiques. Aujourd'hui, notre ambition en tant qu'association, nous voulons contribuer, comme l'a dit monsieur le ministre conseiller tout à l'heure, au programme de développement de ce pays. Cette initiative s'inscrit en droite ligne avec la politique de l'État pour la réforme de l'enseignement arabo-islamique, dira Imam Baignan, ministre conseiller. Il a également magnifié l'excellence des relations entre le Koweït et le Sénégal. Au nom du président de la République, au nom du peuple sénégalais, nous adressons nos vifs remerciements au peuple koweïtien, au gouvernement de l'État du Koweït, à Solmamir Sabah Al-Ahmed, pour tout ce qu'ils font pour le peuple sénégalais. Nous remercions également